Simplement, il y a une partie de la population qui a aussi trouvé qu'avec la richesse qu'on avait ici, que n'avaient pas les autres villages, on pouvait peut-être en tirer quelque chose. Donc il y a eu en 1962 déjà la création d'une association des Amis de Sainte-Suzanne qui a eu plein de projets, une liste impressionnante. Moi je fais partie de ça depuis 1962, depuis l'origine, depuis 59 ans. Ils ont réalisé des choses assez vite, du fleurissement sur la promenade de la Poterne, des feux d'artifice, un étang pour la pêche. Enfin, ils ont fait des choses un peu dans tous les sens, mais tout ça pour animer la vie, et notamment pour les VVF, pour les gens qui venaient de l'extérieur, il fallait bien les écouter. Tout ça, ça a été un peu les débuts, et puis en 1966-67, on a créé un spectacle, Son et Lumière, dans la cour du château, qui était privé. Là. Le château était fermé, il était inoccupé depuis la guerre, il était en très mauvais état, puisque en rentrant au rez-de-chaussée, on voyait le toit. Il y a 2 étages. Donc c'était écroulé à l'intérieur, il était en très mauvais état. Donc ce spectacle à l'extérieur, il n'était pas dans le château, il était dans la cour du château, dans les douves, puis dans la cour du château, a mobilisé la population fortement. Les commerçants sentaient qu'il y avait beaucoup de commerçants jeunes à l'époque, 30-35 ans, que ce soit Maxime Létard, l'électricien, le pharmacien, etc. Et ils ont pris conscience aussi qu'il fallait mieux présenter la commune. Commencer par mon prédécesseur, notamment en matière de centres anciens protégés, c'est-à-dire par exemple le pavage de la place, là, c'est pas moi c'était avant. La grande rue, c'était Madame Nico. Donc c'est quand même une préoccupation qui est ancienne. L'effacement des réseaux électriques et téléphoniques, j'ai continué quelque chose qui avait commencé aussi. Et qui, on a la chance en Mayenne d'être aidé par un syndicat départemental qui nous subventionne assez largement pour l'enfouissement des réseaux électriques. Beaucoup moins les réseaux téléphoniques. Donc à chaque fois, évidemment, on enfouit tout, mais le téléphone nous coûte cher. Plus cher en tout cas. Et le télécom n'a pas, enfin Orange maintenant, n'a pas du tout la préoccupation esthétique. Du tout. Ils s'en fichent complètement. Je me suis bataillé, moi, pour d'affreux poteaux en aluminium qui étaient devant les tours, là, en disant, mais regardez, EDF a fait le travail, et vous, mais nous, c'est absolument pas notre problème. Hein. Nous, on relie, on répond à la demande téléphonique, point. Donc, c'est pas facile, des fois, l'impression de se battre contre des administrations qui veulent pas que ils veulent pas de mal, mais ils vont pas vous aider. La région des Pays de la Loire, ça répond à une de vos questions, nous aide financièrement en tant que petite cité de caractère, pas en tant que plus beau village de France. On est 51 petites cités de caractère en Pays de la Loire et on n'est que 3 plus beaux villages de France, qui sont aussi petites cités de caractère depuis longtemps. Mais ça nous donne 30% de subvention de la région à chaque fois qu'on fait des travaux d'embellissement, notamment l'enfouissement des réseaux. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on a pu faire des travaux qu'on n'aurait jamais fait autrement. Malgré tout, ça s'est passé il y a 5 ans quand on a fusionné Sainte-Suzanne et Cham. Cham avait enterré tous ses réseaux sans avoir de subvention, qui n'étaient pas classés. Et nous, en n'ayant pas fini d'ailleurs, on a enterré la plupart de ce qui était visible. Voilà, enfin, tout ça pour vous dire, c'est un travail qui se poursuit mais qui était déjà engagé. Moi j'ai fait un peu qu'accélérer les choses. On avait déjà 2 labels. Et on m'a dit, pourquoi vous voulez passer au village de France hein. Alors moi j'avais déjà quand même senti le truc, j'allais en tant que citoyen visiter le beau village de France. J'avais même adhéré en 2007, un an avant les élections, au club des amis du beau village de France. Donc à titre personnel, j'étais déjà intéressé parce qu'on reçoit de l'information sur les catalogues, la carte. Donc j'étais un peu sensibilisé, mais vu l'état de Sainte-Suzanne, jamais j'ai pensé un jour aller vers ça. Je me dis, on n'est pas du tout au niveau. J'avais vu Collonges-la-Rouge, pas de Lyon, Pérouges, Conques, enfin bon. Donc on n'est pas, voilà, on n'a pas ce qu'il faut.
Et un jour, en prenant l'apéro chez un copain, là, chez Jean-Max Létard, il y avait un maire d'un plus beau village qui était Saint-Sénéry-Géret, qui est 110 km d'ici, dans l'Orne, enfin, au carrefour de l'Orne, de la Mayenne et de la Sarthe. Il me dit, mais j'ai un truc que je ne comprends pas, pourquoi tu ne postules pas au plus beau village de France? Je dis, attends, on n'est pas au niveau, tu te rends compte de tout ce qu'il faudrait faire? Puis il me dit, attends, si moi, à Saint-Sénéry, je suis le plus beau village de France, alors Sainte-Suzanne, à mon avis, réfléchis. Pourquoi voulez-vous devenir le plus beau village de France, puisque vous avez déjà un petit C de caractère? Je dis, pour la notoriété. Les plus beaux villages de France, c'est une marque nettement plus connue que les petits C de caractère, qui à l'époque n'étaient connus que dans l'Ouest, Bretagne, Pays de la Loire. Maintenant, ça s'étend très vite, il y a 600 communes, un peu trop. Quand dans une commune, vous voyez qu'il y a 50, dans un département où il y a 50 communes petites C de caractère, il y a un problème. Donc c'est trop laxiste. C'est une course à la cotisation. Aux chiffres, on verra après les critères, les délibérations qu'on vous a mis, c'est-à-dire que on génère des structures avec des moyens, et en fait, il faut, ce que dit Jean-Pierre, il faut du nombre. Sauf que la vraie question qui se pose, c'est l'expérience de visite. Et qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, c'est que quand quelqu'un fait une expérience de visite où il est déçu, il y a les réseaux sociaux, ça part de tous les côtés. Et qu'un plus beau village de France, on se dit, c'est que quand les gens font l'expérience visite plus beau village de France, c'est d'accord, j'ai visité un village et j'en tire quelque chose. Petite cité de caractère, cette espèce d'extension qu'il y a aujourd'hui, parce que le patrimoine historique, on ne peut pas le construire. Il existe ou il n'existe pas. On ne va pas inventer des villages historiques. Voilà, donc je l'ai dit clairement, vous avez 3 axes fondamentaux. Le village de France, la qualité, c'est ce qu'on est en train de faire, la notoriété et le développement. Ça tombe bien, le développement, on veut se développer par ce biais. Et donc on a besoin de notoriété. On n'a pas. On n'a pas les moyens de se faire connaître, etc. Et la marque au village de France, d'un seul coup, ça vous ouvre la télévision, ça vous ouvre passer à quand même 150 000 touristes la première année, quoi. Ça n'a rien à voir. Si vous passez au journal TF1 à 13h, l'après-midi, le tourisme est débordé, les gens qui viennent de Saint-Nazaire, de Lormont, immédiatement. Donc ça, c'est l'effet du beau village de France. Il y a aussi une question de rang, de fierté. Il y a toujours une notion d'égalitarisme par ces organisations-là. Les petites cités de caractère, alors les 7 petites cités de caractère sont dit tous pareils. Ben non, on n'est pas tous pareils. Il y a des communes, il y a un pont intéressant, voilà, qui fait 3 mètres de long, et puis point barre, quoi. Donc il y en a d'autres, c'est un pont, une église, un chaillon, etc. Mais l'exigence des critères du plus beau village de France fait qu'il y a une promesse de qualité qui est faite aux visiteurs. Les gens à tous les carrefours doivent dire un waouh. Et ça, c'est pas partout. Nous, on a la chance d'avoir un patrimoine historique très, très lumineux, mais aussi le site qui a été classé lui aussi dans les années 30. Vallonné, une vue à 40-50 km, une plaine, pas de monuments disgracieux visibles. Par exemple, vous ne voyez pas d'éoliennes, très peu, très loin. Vous ne voyez pas de château d'eau disgracieux, de pylônes, ça c'est important dans le paysage. Hein. Comme à Colombey, les 2 églises, là où il y a le général de Gaulle, là, vous n'avez rien, sauf la croix du roi, mais il n'y a pas un seul truc contemporain de visible. Vous êtes encore avec la nature. Quand vous allez au bas de la rue, là, comme on va faire tout à l'heure, vous avez cette impression-là de pureté du paysage. On a fait très attention à supprimer aussi les derniers poteaux, je les comptais un par un, la suppression des poteaux électriques visibles de la poterne. Donc ça c'est important parce que c'est des petites choses, des petits riens, mais qui vous font une impression d'ensemble. Réglementation architecturale, oui bien sûr, c'est aussi grâce à ça qu'on est le village, c'est que le plus beau village, c'est quand Pascal Bernard vient, c'est pas seulement l'aspect du village ce jour-là, c'est est-ce que vous avez l'instrument juridique, technique pour obliger les propriétaires à respecter des normes, est-ce que ces normes existent, de couleur, de forme, de
matériaux qui est une unité. Le pavage des rues et des places, on a effectivement continué en changeant un peu de méthode parce que le pavage intégral, c'était fait au début avec des gros pavés bombés et gênant pour les personnes handicapées, pour les voitures d'enfants. Donc vous verrez les autres rues, il y a des parties pavées, il y a une partie goudronnée pour justement permettre le roulement. On a utilisé des plaques. On peut repaver la plaque comme on fait la rue. Que ça apparaisse le moins possible, la différence. Et qu'est-ce qu'on mettrait là? Du goudron, ce serait moche. Là, c'est un creux, donc on peut mettre des pavés à l'intérieur. On a choisi ce modèle-là. Oui, réglementation intramuros pour l'interdiction du stationnement. Donc c'est plus ou moins respecté l'hiver, mais l'été on essaye de s'y tenir en mettant notamment des bornes d'entrée dans le village, qui soient amovibles parce qu'il faut bien que les secours puissent passer. Mais on a fait des parkings spéciaux pour les riverains, notamment juste en dessous là. On y accède depuis ce parc pour qu'il y ait assez de place pour tous les riverains. Il n'y a plus dans les rues de la ville, quoi. Alors ils peuvent s'arrêter devant chez eux pour décharger, pour déménager, mais après ils vont ranger leur voiture. Et ça c'est, quand vous êtes sur la place à prendre un pot au café, comme autrefois quand on pouvait aller au café, c'est agréable vous êtes sur la place où vous ne pas avoir de voiture juste stationnée à vos chaussures, mais d'avoir un espace un peu libre. Donc, ça c'est très apprécié et les membres du jury qui étaient au village de France ils m'ont dit, vous avez le château, etc., tout ça. Mais l'atmosphère de la place du village, ça nous a plu. Il y a des gens qui habitent dans la cité, qui mangent, qui dorment, qui font leurs courses, et ils ont besoin de venir avec leur voiture, de décharger. Donc une fois que c'est fait après, ils doivent sortir et aller garer leur voiture dans les parkings qu'on a. On a fait toutes les plaques, marron sur blanc, blanc sur blanc. Et là enfin on a supprimé les câbles qui longeaient tous les murs. Voyez, on voit bien là, les anciennes infrastructures le long de ici. Oui. Là vous aviez là, à la maison pareil, un vieux boîtier là-haut. Avec des tas de fils apparents qui étaient visibles partout. D'accord. Donc au fur et à mesure on essaie d'effacer du mieux possible. Récemment, on a fait l'éclairage, on a refait l'éclairage qui était très laid. On a mis des boîtiers très très discrets ici, avec un éclairage en V comme ça. Donc le soir c'est très joli, très discret. Les boîtiers on les voit presque pas, on voit pas c'est l'éclairage public. L'aménagement des espaces publics, oui. Alors, c'était déjà commencé avec les promenades. On a organisé une promenade des Moulins il y a longtemps, un plan associatif, pour justement les gens voient qu'il y a autour des remparts, mais il y a aussi à l'extérieur, et c'est beaucoup plus long, donc il faut rester plus longtemps, des promenades le long de la rivière qui sont magnifiques. Donc, on voit la cité, parce que quand on est ici, on la voit pas.